Le vieux Doumerc avait disparu dans des conditions obscures. Avant, on le voyait déjeuner toutes les semaines au bar de la Grand Place, et on pouvait le croiser au marché. Mais il a commencé à vivre reclus, puis vint un moment où on ne le vit plus du tout. On s'en est d'abord pas inquiété, puis on s'est dit qu'il était peut-être mort chez lui. Après tout, Doumerc avait dépassé les 80 ans, et il n'avait pas eu une vie facile. Après avoir passé autant de temps dans les champs, à labourer la terre et à s'esquinter le dos et la santé, c'était même étonnant de le voir encore debout et pas impotent. Mais du jour au lendemain, un homme d'aspect répugnant avait élu domicile chez Doumerc. Ça nous a tous surpris, puis on s'est dit que Doumerc avait vendu la maison et qu'il était parti ailleurs sans rien dire à personne. C'était plausible, vu que le vieux Doumerc n'avait aucun proche dans le village et qu'il pouvait être d'une humeur exécrable et lunatique. On n'aurait sûrement pas cherché d'explication si le nouveau locataire n'avait pas inspiré chez nous autres une telle répugnance. La première fois qu'on l'a vu en public, cet homme répugnant, c'était au bar de la Grand Place. Il est entré sans rien dire, pas même bonjour. Il s'est assis à une table et on l'a tous regardé. Il dégageait une odeur de renfermé. Sa panse ronde débordait sur ses hanches en d'immondes bourrelets. Son marcel jauni présentait des taches et des trous en divers endroits. Le barman s'est levé pour lui dire de partir, mais il s'est arrêté en chemin, écœuré par l'homme. L'inconnu a détourné son regard de la carte et relevé la tête. Ses yeux partaient chacun d'un côté. De sa bouche putride sortirent 2 mots à peine articulés. « Une bière. » Une bière. Le barman est reparti préparer la chope. Puis mon voisin de table a rompu le silence pesant. « Et vous venez d'où ?» qu'il a dit. Mais l'homme répugnant n'a rien répondu. Il plongeait, tenez-vous bien, son doigt dodu et crasseux dans son nez en forme de fraise. Il en ressortait des crottes grosses comme des larves, suscitant l'écœurement général. Tous détournèrent le regard, sauf moi, qui le vis étaler ses larves nasales le long de son Bermuda pouilleux. Je fus pris d'écœurement d'abord, puis d'une soudaine envie de frapper cet homme, de l'expulser du village, de l'envoyer sous terre, loin des hommes, loin de nos familles. À ce stade, je ne savais pas encore qu'il provenait justement des profondeurs de la terre. Le serveur est revenu avec une bière bien fraîche. Normalement, il servait un petit quelque chose en accompagnement, des olives ou du pain toasté. Il a posé la bière et il est retourné derrière son comptoir tout aussi indisposé que nous autres. L'inconnu a rien dit, pas même merci, et il a descendu sa bière d'une seule traite. Après quoi, il a déposé une pièce sur la table et il est sorti. On n'avait plus envie de parler, nous autres. On a continué à boire en silence, plein de dégoût. Le serveur a fini par débarrasser la table de l'homme répugnant, avec des gants de cuisine. Il était hors de question de toucher l'endroit où il avait posé ses mains dodues, sales et sans doute venues d'un autre monde. Le serveur a regardé la pièce que l'inconnu avait laissée et il a dit « Oh, sa pièce n'est pas d'ici !» Je me levai et constatai à mon tour que la monnaie ne ressemblait à rien de connu. 2 jours plus tard, il y eut le marché aux fruits et légumes. C'était toujours un moment de fête et de grande allégresse. On avait presque oublié cette étrange rencontre. On avait tous envie de continuer à vivre comme si cet homme n'avait jamais existé. Mais l'homme réapparut aux toutes dernières lueurs du jour. Il se servait dans les cagettes des fruits invendus. Il remplissait des sacs plastiques de pêche farineuse et abîmés, parfois rongés par les insectes. Les marchands laissaient faire tout en contenant leur colère et leur répugnance. Qui était cet homme ? D'où venait-il ? Comment était-il parvenu chez nous ? Était-ce seulement un homme ? Au village, dans les bars et les foyers, on a commencé à parler que de ça, de l'homme répugnant.
Tous avaient eu affaire à lui d'une manière ou d'une autre. Chacun voulait le voir partir. Les mères défendaient aux enfants d'approcher sa maison. Certains pères de famille évoquaient déjà l'expulsion. Le maire, quant à lui, se contentait d'écouter, tout habitué qu'il était à ne pas bouger le petit doigt. Et moi, je restais stoïque, même si j'avais déjà un plan en tête. Avec mes camarades, on a commencé à observer ses allées et venues. Des journées entières s'écoulaient sans qu'on le voie sortir de chez lui. Un jour, enfin, on l'a vu sortir, et on a profité de son absence pour s'introduire dans la maison délabrée. J'ai forcé l'entrée. Des effluves de moisissure et d'humidité nous arrêtèrent dans notre élan. Nous étions sur le pas de la porte, chamboulés par l'odeur putride qui irritait nos narines, mais j'ai mis mon nez dans mon t-shirt et j'ai franchi le seuil, suivi de près par les autres. Dans le faisceau lumineux de nos torches, la poussière se mêlait à la crasse. J'ai aperçu des blattes sur les tables et les commodes. Aucune lumière naturelle ne se glissait entre les planches qui condamnaient les fenêtres. Aucun homme n'aurait pu vivre dans un tel lieu parmi l'obscurité et la vermine. Allez voir les autres pièces, que j'ai dit aux autres. Pour ma part, je suis descendu au sous-sol. L'escalier qui y menait semblait interminable et j'ai manqué de tomber par 2 fois. Arrivé au fond, tout en bas, je n'ai rien vu qu'un ramassis de vieux meubles et d'antiquités sans grande valeur. J'ai déplacé ma lampe d'un coin à l'autre de la cave et à chaque fois la lumière butait sur un mur ou un objet, sauf en un point où elle semblait se perdre à l'infini. Je me suis avancé vers ce point et après avoir déplacé plusieurs chaises empilées, j'ai compris qu'il y avait là un tunnel. C'est là que j'ai entendu du mouvement à l'étage. « Psst, le gars revient, cache-toi !» J'ai éteint ma lampe et je suis resté là, à prêter l'oreille. J'ai attendu peut-être 2 ou 3 minutes, puis j'ai entendu les planches du parquet craquer. Puis plus rien. Jusqu'à ce qu'un cri glauque me sorte de ma léthargie, suivi de près par le bruit d'un corps à corps. J'allais monter à l'étage quand quelqu'un dégringola dans l'escalier. J'ai rallumé ma lampe en vitesse et j'ai vu l'homme répugnant, inerte, étalé sur les dernières marches de tout son long. Il était mort. En haut des marches se trouvaient les 3 assassins, mes amis. On est restés plantés là, comme des cons, pendant un moment. « Faut qu'on se débarrasse du corps », a dit l'un des nôtres. Alors les 3 sont descendus jusqu'à moi. « Comment qu'on fait ?» a demandé l'un d'eux. Moi, j'ai réfléchi très fort et j'ai dit « On laisse là. Ce mec a fait une mauvaise chute, c'est tout. Et c'est pas étonnant avec l'obscurité qui règne. » Ouais, qu'a dit mon pote. T'as raison. Bien joué, bien vu. Et puis, les gars allaient repartir comme si de rien n'était. Mais j'en ai retenu un par le bras et je leur ai montré le tunnel. Ni une ni deux, on y est entré. La curiosité étreignait nos cœurs. On oubliait presque le meurtre qui venait d'avoir lieu. Le tunnel était étroit et bas de plafond, mais il allait en s'élargissant et en descendant toujours plus profondément dans la croûte terrestre. Combien de temps nous avons marché ? Impossible à dire, si ce n'est que nous avions mal aux genoux. Le tunnel serpentait en de sinueux couloirs. Parfois, il fallait franchir des crevasses, et la curiosité nous portait toujours plus loin. Elle annihilait la peur, la claustrophobie, bref, tout ce qui aurait pu nous freiner. On est arrivé dans une caverne avec de l'eau et des stalactites. On a nagé pour arriver de l'autre côté, sur l'autre rive. L'eau était gelée. Le tunnel continuait et on s'est enfoncé des heures durant, sans se soucier de rien. Et puis, on a entendu des voix. Pas des voix articulées, plutôt des bruits gutturaux. On aurait dit des batraciens. Nous avons éteint nos lampes car le bout du tunnel était éclairé. On s'est approché à pas feutrés, lentement, mètre après mètre. Puis on a continué en rampant jusqu'au bord d'un précipice.
Une échelle permettait d'accéder à une grande salle 10 ou 15 mètres en contrebas. On s'est penché un peu plus, et c'est là qu'on les a vus. Une horde d'hommes répugnants qui festoyaient en je ne sais quel honneur. Étaient-ce seulement des hommes, encore une fois? On est resté là, à les observer longtemps, fascinés par ce spectacle surnaturel et odieux. Qui étaient-ils, ces êtres répugnants? Que voulaient-ils? L'un des gars a tapé sur mon épaule pour que je décroche. Fallait pas rester. On est reparti donc sans rien dire de tout le chemin. Mais au fond de nous, on savait qu'on reviendrait plus nombreux, qu'on leur ferait la peau. Et dans un accès de lucidité, tandis que j'échafaudais un plan pour se débarrasser de ceux qui vivent sous terre, j'ai compris que nous étions en passe de devenir, nous aussi, des êtres répugnants.